Si j'avais $1 milliard à investir tout de suite, j'achèterais du Bitcoin et je n'achèterais rien d'autre. Le minage de Bitcoin va exploser en termes de rentabilité et fleurir partout dans le monde. Autant dire que les ETF vont être un grand changement pour l'industrie dont on parle, qui sera bénéfique pour tout le monde et qui risque de donner un sérieux coup de boost au Bitcoin. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Michael Saylor donnée en novembre 2023 à la Australian Crypto Convention. Le PDG de MicroStrategy explique la manière dont, à ses yeux, les ETF spot changent la donne pour le Bitcoin, en créant des ponts avec la finance traditionnelle. Il évoque aussi ses erreurs passées, son opinion sur les nouvelles applications développées sur le réseau Bitcoin, ainsi que sa vision de la sécurité du protocole. Comme à l'accoutumée, le discours de Michael Saylor est extrêmement bullish et est reflété dans les agissements de son entreprise. Le 27 décembre 2023, MicroStrategy a fait l'acquisition de 14 620 bitcoins supplémentaires, pour la modique somme de 615,7 millions de dollars. L'entreprise d'édition de logiciels détient donc 189 150 bitcoins, pour une valeur fluctuant autour de 6 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen de 31 168 dollars par bitcoin et un PNL positif d'environ 2 milliards au 1er janvier 2024. L'embellie du prix du Bitcoin se répercute aussi sur la valeur de l'action de MicroStrategy, qui a quadruplé au cours de l'année 2023. L'investissement en Bitcoin de l'entreprise d'informatique dépasse largement 1% de la quantité de Bitcoin en circulation, si l'on prend en compte la quantité de Bitcoin perdus, et représente à peu près 0,009% des 21 millions de Bitcoin possibles. Sans plus attendre, voici l'interview de Michael Saylor. Je pense qu'il est clair qu'un ETF spot attise l'appétit des investisseurs de manière générale, car à l'heure actuelle, pour acheter du Bitcoin, il faut établir une relation avec un exchange crypto, ce que n'ont pas la plupart des investisseurs institutionnels, ni les particuliers d'ailleurs. Les institutions n'aiment pas créer de nouvelles relations de ce genre, et en général, il leur faut 10, 20, voire 30 ans pour le faire. Si un ETF apparaît, ils n'ont pas besoin de s'en occuper. On peut faire un parallèle entre un ETF et un site web, une page internet. Si votre entreprise a une URL et une présence en ligne, c'est facile de vous trouver. Mais si vous n'en avez pas, c'est très difficile. Je peux trouver un site web en Australie en 5 secondes avec l'URL. Mais si je voulais venir frapper à la porte de l'entreprise, ça pourrait me prendre 3 mois. Les ETF sont donc une sorte de protocole universel d'accès aux actifs financiers. Ils sont révolutionnaires. Un actif qui n'a pas d'ETF est 100 fois plus difficile à acheter. Et c'est sans doute un euphémisme. Si ça se trouve, c'est 1000 fois plus difficile. Et ce n'est pas le seul enjeu. Non seulement il est 1000 fois plus facile d'acheter un ETF Bitcoin, mais en plus c'est gratuit, parce que je peux emprunter pour financer la transaction. Si je suis un investisseur, je peux passer un coup de fil et acheter $1 million en Bitcoin en 15 secondes, sans avoir un centime à payer de ma poche, parce que JP Morgan ou Morgan Stanley me prêtera l'argent. Nous parlons donc d'ouvrir les vannes d'un réservoir qui contient des centaines de milliards de dollars de richesse, qui pourront se déverser en un instant, et sans que les investisseurs aient à utiliser leurs fonds, puisqu'ils ont accès aux prêts. Et en plus, après qu'ils aient obtenu des parts de cet ETF, ils peuvent l'utiliser comme collatéral pour emprunter plus. Cette situation n'a rien à voir avec l'état actuel des choses, où il faut 1 an à une institution pour ouvrir un compte avec un exchange. L'institution doit trouver de l'argent, ne peut pas utiliser son investissement comme collatéral, est sous le feu de multiples critiques et doit se méfier d'un défaut de contrepartie de la part de l'exchange crypto. Autant dire que les ETF vont être un grand changement pour l'industrie dont on parle, qui sera bénéfique pour tout le monde et qui risque de donner un sérieux coup de boost au Bitcoin. J'ai vécu assez longtemps pour pouvoir réfléchir longuement à ma vie passée et pour voir des choses que je pensais être de bonnes idées mal fonctionner. D'autre part, j'ai aussi été témoin du succès de choses que je pensais être de mauvaises idées. J'ai tweeté en 2013 que les jours du Bitcoin étaient comptés et qu'il allait disparaître. Il valait à l'époque quelques centaines de dollars. J'ai donc eu tort à ce sujet, et je pense que le fait d'avoir vécu assez longtemps et de s'être trompé sur beaucoup de choses, c'est ce qui me donne de l'humilité. Et donc, quand je vois des gens créer des applications sur le réseau Bitcoin aujourd'hui, je me dis qu'on devrait les accueillir, puisque de toute façon, le marché tranchera. Le marché fera le tri, et nous en bénéficierons tous, car le Bitcoin est la forme de capitalisme la plus pure au monde. Il s'agit d'une économie de marché dans laquelle tous les membres cherchent la meilleure manière de contribuer. Ce qui rend l'économie de Bitcoin si spéciale, c'est qu'elle est ouverte et sans autorisation. Tout le monde peut y accéder. Tous les entrepreneurs intelligents essaient de comprendre comment augmenter sa valeur.
MicroStrategy joue son rôle, et si les gestionnaires de fonds qui proposent des ETF comme BlackRock et Fidelity font leur part, la valeur de cette économie augmentera. Les sociétés comme Fidelity font bien plus que des ETF, et ils proposeront sans doute d'autres produits comme la garde de Bitcoin pour les particuliers et les institutions fortunées. Ils travaillent aussi sur leur propre offre de services crypto, Fidelity Crypto, qui est différente des autres produits sur le marché. En général, il existe de nombreuses approches différentes et je pense que nous devrions toutes les accueillir. Le minage de Bitcoin, quant à lui, est vraiment fascinant. La puissance du réseau ne cesse d'augmenter, et il est autour de 460 exahash aujourd'hui. En moyenne, cette croissance est de 70% par an à travers les marchés haussiers et baissiers. Il y a plusieurs éléments critiques, à mon avis, qui sécurisent le réseau Bitcoin. Déjà, l'énergie électrique, environ 15 gigawatts. Ensuite, la puissance de hachage, environ 460 exahash, comme je le disais. Soit dit en passant, ce chiffre est à mon avis plus élevé que tout le reste de la puissance informatique du monde. En d'autres termes, si toutes les machines qui ne sont pas déjà des mineurs se mettaient à générer des haches, je ne pense pas qu'elles pourraient atteindre ce niveau de puissance en sortie. D'autre part, l'intégrité du réseau Bitcoin est aussi garantie par le pouvoir économique. Plus de 500 milliards de dollars ont été placés dans le réseau Bitcoin, et les investisseurs à qui cet argent appartient ont intérêt à défendre le réseau politiquement et par d'autres moyens. Mon entreprise MicroStrategy a par exemple investi 4,6 ou 4,7 milliards de dollars. Avant que quelqu'un n'endommage le réseau, vous pouvez vous attendre à ce que tous nos avocats, tous nos financiers, tous nos technologistes et tous nos ingénieurs réagissent pour contrer la situation. Et gardez en tête que nous ne représentons même pas 1% de la valeur du réseau. Il y a 100 fois plus de personnes que nous qui y sont très attachées, ce qui me permet de dire que Bitcoin a une véritable puissance économique. Et enfin, il y a de la puissance politique pure. 220 millions de personnes ont été exposées au Bitcoin, ce qui représente beaucoup de gens, beaucoup d'électeurs et beaucoup de personnes en lien avec des politiciens et des entreprises susceptibles de se battre pour le réseau. Et donc, si l'on aborde le problème de cette façon, tous ces acteurs qui gèrent des nœuds, des fermes de minage et toutes sortes d'entreprises représentent une forme de sécurité multidimensionnelle. Il s'agit donc de bien plus que de la sécurité simplement conférée par le processus de minage, même si à mon avis, le taux de hachage va continuer à augmenter, et le minage va se répandre aux quatre coins du monde. Il y a des endroits dans le monde entier où l'énergie ne peut pas être bien exploitée, et donc du capital gaspillé. Il est normal qu'au fil du temps, ces gens se tournent vers le minage de Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin vont bénéficier principalement des frais de transaction sur le long terme, car la sécurité du réseau ne sera pas toujours déterminée par la récompense globale. À mon avis, cela devrait continuer à être un facteur important jusqu'en 2035 environ. Mais une fois qu'on aura passé ce cap, 99% des récompenses de blocs auront été données et le réseau sera principalement focalisé sur les frais de transaction, déterminés par la demande pour un espace de bloc toujours plus rare. Et je pense que cela fera croître les frais, lentement dans un premier temps, puis très rapidement. Lorsque les frais de transaction augmenteront plus rapidement que le taux de hachage, le minage de Bitcoin va exploser en termes de rentabilité et fleurir partout dans le monde. Et donc, quand je pense au minage et aux frais de transaction, je me concentre vraiment sur la proportion des revenus de transaction par rapport à la récompense globale, qui détermine la façon dont on prend les décisions commerciales. Par exemple, si je possédais un barrage hydroélectrique, ou si j'avais à disposition 1 gigawatt d'énergie gratuite, je considérerais le mining de Bitcoin différemment de si je devais acheter l'énergie à un certain prix. Et donc, je pense que l'industrie à l'avenir va être très dynamique et se tourner vers ses sources. Pour récapituler et pour parler clairement, si j'avais $1 milliard à investir tout de suite, j'achèterais du Bitcoin et je n'achèterais rien d'autre. Je n'achèterais pas de bâtiments, je n'achèterais pas d'altcoin, je n'achèterais pas de compagnie d'électricité, pas de terrain, je n'achèterais pas de biens immobiliers, je n'achèterais pas d'équipe sportive, je n'achèterais pas un tableau de Picasso. Si j'avais cet argent à disposition, j'achèterais uniquement du Bitcoin, parce que je pense que tout le reste est risqué. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner d'argent en investissant dans des entreprises, c'est tout à fait possible. Bernard Arnault gagne de l'argent dans beaucoup d'entreprises que je ne comprends pas, et je respecte ça. Simplement, je ne défends et je ne cautionne aucune d'entre elles. Si vous êtes le meilleur au monde dans un domaine précis, vous n'avez pas besoin que je vous dise quoi faire. S'il s'avère que vous êtes le numéro 1 et que vous vous concentrez sur vos compétences, vous allez sans doute gagner beaucoup d'argent. En revanche, à mon avis, si vous n'êtes pas le meilleur au monde dans quelque chose de précis et que vous désirez tout simplement faire un investissement et l'oublier pendant 100 ans, vous devriez acheter du Bitcoin et faire très attention à la manière dont vous protégez vos clés et dont vous sécurisez votre portefeuille. Ensuite, vous n'avez qu'à laisser le marché faire le travail à votre place.